Alors, moi je crois qu'il ne faut pas que dans la France, telle qu'elle est, le président soit élu en même temps que les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte des partis, ce qui altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction. Et je ne crois pas non plus qu'il soit normal, ici, de confondre dans la même personne le président de la République et le Premier ministre. Oh, naturellement, il ne faut pas qu'il y ait de diarchie au sommet, mais il n'y en a pas. Et en effet, le président, qui est l'homme de la nation, désigné par elle pour répondre de son destin, le président qui nomme le gouvernement, et en particulier le Premier ministre, qui peut le changer lorsqu'il estime que la tâche qui lui destinait est terminée, ou bien s'il se trouvait qu'il ne s'entendit plus avec lui. Le président qui arrête les décisions prises dans les conseils, qui promulgue les lois, qui négocie et signe les traités, qui décrète ou non les mesures qui lui sont proposées, qui est le chef des armées, qui nomme aux emplois publics, je vous récite la Constitution. Le président qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu'il faut. Le président est naturellement le seul détenteur de l'autorité de l'État. Mais justement, la nature, l'étendue, la durée de sa fonction exige qu'il ne soit pas absorbé par la conjoncture politique, parlementaire, économique, etc. Cela, c'est le lot. D'ailleurs, aussi méritoire que complexe et qu'essentiel du Premier ministre français. Bien sûr, il ne faut pas que les deux champs d'action soient séparés d'une manière étanche. Mais d'ailleurs, les conseils et les entretiens sont là pour permettre au chef de l'État de définir l'orientation de la politique nationale, et pour les membres du gouvernement, et d'abord pour le premier, de faire connaître leur point de vue, de préciser leur action, de rendre compte de l'exécution, etc. Il peut arriver que les deux plans soient confondus. Dans le cas où il s'agit d'un sujet qui engage tout, alors le président fait la répartition comme il le juge nécessaire. Mais s'il doit être entendu, et c'est vrai que l'autorité indivisible de l'État est déléguée tout entière au président par le peuple qui l'a élu, et qu'il n'y en a aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne puisse être conférée ou maintenue autrement que par lui, et qu'il lui appartient d'ajuster le domaine suprême qui lui est propre avec ceux dans lesquels il délègue l'action à d'autres. Il serait foncièrement mauvais que dans les temps ordinaires, la fonction et le champ d'action du président de la République soient confondus avec ceux du Premier ministre. Mais alors, disent ceux qui ne se sont pas encore faits, ou plutôt défaits, des conceptions d'autrefois, mais alors, le gouvernement, qui est nommé par le président,
et qui est celui du président, est également responsable devant le Parlement. Comment arranger cela? Eh bien, répondons que le président qui nomme le gouvernement a été élu par la nation et par conséquent investi de sa confiance. C'est d'ailleurs toute la question et c'est l'essentiel du changement qui a été apporté. Et puis, le gouvernement, qui du reste n'est plus composé de personnalités appartenant au Parlement, ne se trouve devant les chambres, ne se trouve plus du tout dans la situation où il se trouvait, du temps où il ne procédait que des combinaisons des groupes. Ajoutons à cela que le gouvernement, vis-à-vis du Parlement, a sans aucun doute à collaborer d'une manière constante, mais qu'en définitive, la censure n'est prévue par la Constitution dans les rapports entre le ministère et le Parlement que dans des conditions qui font de cette rupture, qui donnent à cette rupture un caractère d'extraordinaire gravité. Et alors dans ce cas-là, le président, qui a la charge d'assurer la continuité de l'État, a aussi les moyens de le faire, puisqu'il peut recourir à la nation pour trancher le litige, soit par voie de référendum, soit par la voie des élections, soit par les deux. Il y a toujours chez nous une issue démocratique. Mais si nous adoptions le système en vigueur aux États-Unis, si nous adoptions, nous, la France, il n'y en aurait pas. Dans notre pays, comme il est, je le répète, le fait que le président serait en même temps le Premier ministre et qu'il ne pourrait pas recourir aux électeurs dans le cas d'une obstruction parlementaire sur le terrain législatif et budgétaire, et que le Parlement ne pourrait pas non plus le renverser, on aboutirait à une opposition chronique entre les deux pouvoirs. Et alors il en résulterait ou bien la paralysie générale, ou bien des situations qui ne pourraient être tranchées que par des pronunciamientos, ou bien la résignation d'un président mal assuré qui, sous prétexte d'éviter le pire, choisirait de s'y abandonner en se soumettant, comme autrefois, aux injonctions, aux volontés des partisans. Et je ne serais pas surpris que ce soit cette dernière hypothèse que caressent de préférence les partisans assez imprévus maintenant du régime présidentiel. En tous les cas, notre Constitution est bonne. Elle a fait ses preuves depuis 5 ans, aussi bien dans des moments, je le répète, graves pour l'avenir de la République, que dans des périodes de tranquillité. Bien sûr, plus tard, d'autres hommes et d'autres circonstances pourront lui faire prendre un tour, un style, comme on dit, plus ou moins différent. Et puis, l'évolution de la société française, dans notre temps de développement, de progrès, de planification, nous conduira à reconsidérer l'une de ces dispositions. Je veux parler de ce qui concerne la composition et le rôle du Conseil économique et social. Mais il y aura là une précision qui ne bouleversera pas l'économie de la Constitution. Gardons donc celle-ci comme elle est, tout en nous expliquant que ne s'en accommode volontiers ni
ceux qui regrettent tout haut ou tout bas la confusion d'autrefois, ni cette entreprise qui vise au régime totalitaire et qui voudrait créer chez nous un trouble d'où sa dictature pourrait sortir.